Ok, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cet épisode donc du Collimateur enregistré en public depuis l'anniversaire de Binge Audio à Paris sur la péniche Mazette. Donc merci à tous les habitués du podcast qui se sont déplacés pour l'occasion. Merci aussi à tous ceux qui viennent passer une tête par curiosité au milieu d'une journée bien chargée en enregistrement et en célébration en tout genre. Et on est donc ici pour un format dans le bunker du Collimateur, c'est-à-dire pour parler d'un film ou d'une série consacrée à la guerre ou au monde militaire. C'est comme ça que je le package en général. Et on pourrait discuter et débattre de savoir si ce film tombe vraiment dans une de ces deux catégories, mais on y reviendra. Pour la petite histoire, c'est un format qu'on avait lancé à l'époque du confinement. On faisait à l'époque une recommandation de films de guerre par jour. Et c'est un format qui survit encore à peu près 5 ans après, même si ça s'est espacé un peu. Et donc, sans faire plus de formalité, il va s'agir donc de discuter de ce First Blood, aussi appelé Rambo 1, de Ted Kotcheff, sorti en 1982, avec évidemment Sylvester Stallone et remarquablement peu d'autres acteurs mémorables dans ce film, si on fait le bilan, à part David Caruso, dont c'était le premier rôle avant une carrière essentiellement polarisée par son rôle dans Les Experts. Et pour en parler, on est donc avec deux experts, transition toute trouvée, voilà, que je présente dès maintenant. Tout d'abord Jean Michelin, colonel dans l'armée de terre, un des piliers et intervenants historiques du podcast, quand son métier ne l'oblige pas de manière trop absorbante à faire des choses extérieures, comme par exemple partir en opération extérieure, voilà. Écrivain aussi, puisque votre troisième roman est sorti il y a quelques semaines aux éditions Héloïse d'Ormesson, intitulé Nous les moches. Et je vais dire que d'abord, c'est toujours un très grand plaisir de vous avoir au micro pour parler de choses militaires, mais c'est aussi un film qui, me semble-t-il, résonne beaucoup avec des thèmes qui sont dans vos romans. L'armée, c'était votre premier livre, Jonquille en 2017, mais aussi ce que deviennent les soldats une fois qu'ils quittent l'armée, c'était le deuxième, ceux qui restent en 2022, et enfin les États-Unis, et notamment ce qu'on pourrait appeler l'Amérique profonde, sans être péjoratif si possible, qui est au cœur du troisième livre, du deuxième roman, Nous les moches, donc sorti il y a quelques semaines. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci Alexandre. Et ensuite, un vieux camarade, Simon Rio, critique cinéma au Cercle sur Canal+, sur le site Sens Critique, ainsi que dans l'excellent podcast cinéma réalisé sans trucage. J'oserais dire que c'est un peu mon John Rambo à moi, au-delà de la ressemblance évidente et des capacités de survie en milieu hostile, l'homme des missions désespérées, comme par exemple défendre la VF de ce film, ce qu'il tentera de faire sous vos yeux ébahis aujourd'hui. Non, surtout, Simon, que je mobilise régulièrement sans vergogne dans le podcast pour sa culture cinématographique encyclopédique pour parler de films de guerre. Par exemple, on a fait un certain nombre d'émissions draft de films de guerre que je vous recommande si vous avez envie d'avoir des idées de films à voir, parce qu'on brasse très large. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là pour parler donc de ce First Blood. Merci à vous Alexandre, vous êtes toujours ma guerre. Et donc là vous avez un peu une sorte de mini best-of des scènes du film, mais c'est captivant parce que je trouve que donc Bird annonce pour la ressortie du film en 2019 et 40 ans après, il n'y arrive toujours absolument pas. Et cette bande-annonce de 2019 passe complètement, je pense, à côté du film, dont j'avais donc vraiment très envie de parler parce que je dis régulièrement que c'est un des 5 plus grands films de guerre du XXe siècle et tout le monde pense que je déconne en permanence. Alors que... Et je pense que c'est parce qu'il y a moyen de tourner le film dans le sens de cette bande-annonce, c'est-à-dire comme un film d'action, ce qui n'est, je crois, pas vraiment, ou alors très à la marge, alors que c'est fondamentalement un film sur les fractures de la société américaine après la guerre du Vietnam et sur le syndrome de stress post-traumatique. Et pour le dire clairement, on pense couramment de loin, et surtout quand on a vu les Rambo ultérieurs et leurs parodies, que c'est une déclinaison de Superman, alors que c'est fondamentalement un remake de Frankenstein, ce film. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé commencer par vous demander à l'un et à l'autre, quand vous avez vu ce film pour la première fois, et ce que vous en avez pensé sur le moment, et c'est le moment des confessions, est-ce que c'était en VO ou en VF aussi ? Parce que je pense que le ressenti pour ce film est très différent en fonction de la réponse à cette question. Simon ? Alors moi je l'ai découvert en VF et je ne l'ai pas découvert, si j'ose dire, dans l'ordre, parce que j'ai d'abord regardé Rambo 3 diffusé à la télévision. Je devais avoir peut-être 14 ans. J'ai passé un très bon moment, une forme de décontraction cervicale assez intense. Je me suis pas inquiété beaucoup des autres épisodes de la saga à l'époque, dans un petit truc de snobisme de jeune cinéphile. Puis quand même, je voyais passer des avis, des articles expliquant que Rambo 2, tout réganien que ce soit, c'était un sacré film d'action. Bon, j'ai regardé Rambo 2 et je me suis dit, oh là, oui, c'est con, mais c'est très très bon. C'est quand même invraisemblablement bien construit, filmé, rythmé. Je me suis pas précipité sur le 1. Et puis, je grandis un chouïa, arrive la bande-annonce de John Rambo, dont je me dis, oulala,
ça a l'air tellement, donc le 4e épisode, je me dis ça a l'air tellement âpre, tellement méchant, il faut que je regarde le premier, il me manque une clé. Et là j'ai vu le premier et j'ai pris une énorme tarte dans la figure, et on aura sans doute l'occasion de discuter après pourquoi. Mais donc voilà, j'ai fait la saga plus ou moins à rebours, et je l'ai découvert en VF, sciemment, parce que après avoir vu le 3 et le 2 en VF, je me suis dit je ne vais pas me priver de ce petit plaisir, et je l'ai beaucoup apprécié sous ce format-là, quand bien même, et là aussi on va en discuter, la VO raconte un autre film. Jean ? Moi, j'ai une histoire un peu similaire. Mon premier souvenir de Rambo, je pense que c'est chez mes grands-parents dans les années 80. Je dois avoir 7 ou 8 ans. Ça doit être le film du dimanche soir sur TF1, Ciné Dimanche. Les boomers de l'assistance, s'il y en a, se souviendront peut-être. Et j'ai été envoyé au plumard Manu Militari, pour ainsi dire, au moment où il y a un mec qui tombe de l'hélicoptère et qui s'éclate sur les rochers. On a dit « Ok, ça suffit, allez, au lit les lardons ». Donc, mon histoire initiale avec le premier Rambo s'est arrêtée là. Et ensuite, j'ai vu, moi aussi, Rambo 3 en premier. J'ai souvent dit que dans un milieu non militaire dans lequel j'ai grandi, c'est l'un des films qui est aux sources de ma vocation, aussi surprenant que ça puisse paraître. Le 3. Oui, okay. Le 3, voilà. Bon, on a les références qu'on peut, hein. On est nombreux à avoir écrit là-dessus, hein, sur le fait que les films de guerre complètement éclatés fin des années 80, temps des années 90 ont généré plus de vocation que de rébellion face aux questions militaires. Et j'ai vu Rambo 1 tardivement, en fait, bien après, je pense, en fin d'adolescence. Et là, pour le coup, je l'ai regardé, moi, directement en VO. Je raconterai comment au moment de la question sur les gadgets à la fin. Alors peut-être pour commencer, pour replacer les choses, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui ne l'auraient pas vu depuis longtemps, il faut raconter l'histoire, parce que contrairement aux autres Rambo, ça ne se passe pas à l'étranger, ça se passe aux États-Unis, et c'est une histoire d'un étranger, fondamentalement, c'est-à-dire d'un soldat qui a connu le Vietnam, qui revient dans une société américaine qui ne veut pas de lui. Alors est-ce qu'on peut peut-être dire quelque chose de... C'est très compliqué parce que c'est une référence, c'est en fait la problématique de qu'est-ce qu'est un soldat, qu'est-ce qu'est un militaire, et qu'est-ce qu'est aussi un accoutrement militaire dans l'Amérique de ces années-là, parce qu'on en reparlera peut-être dans 5 minutes, mais tout part d'un contresens qui vient essentiellement de la manière dont Rambo est fringué dans une des premières scènes. Je ne sais pas qui veut parler, peut-être... Ouais, Jean ? Le film... effectivement, il faut le resituer dans un contexte. Il y a deux choses en fait. Il y a le personnage de Rambo sur lequel il n'y a pas vraiment de mystère. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam. C'est un errant. Il peut pas garder un boulot, donc en fait c'est un clodo. Il saute de patelin en patelin. Il se déplace à pied. Il est seul. Ça c'est le premier volet. Et ensuite il y a le deuxième volet. On est dans l'Amérique, loin des grands axes. On est quelque part entre l'État de Washington et l'Oregon. Ce sont des petites communautés. En fait, c'est central. Et c'est, à mon avis, à la source de nombreux malentendus sur la compréhension de la société américaine en France. Parce que ces petits patelins isolés, en fait, ils n'ont pas vraiment grand-chose de différent avec des villages de colons du 19e siècle. C'est-à-dire que ce sont des communautés fermées sur elles-mêmes, avec un shérif qui est globalement maître chez lui, et c'est lui qui décide que dans son petit patelin à l'approche de Noël, dans un endroit où on imagine qu'à proximité, il doit y avoir des itinéraires de randonnée, des pistes de ski, des trucs comme ça, en fait, il veut pas qu'il y ait un clodo avec sa veste de treillis qui sent le fennec, qui vienne s'embarquer chez lui. On va peut-être justement passer la première scène, la scène où le shérif voit John Rambo pour la première fois. You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do, you're asking for trouble around here, friend. Donc là, on a tout. Déjà, on a effectivement le shérif. On a aussi quelque chose, la toute première réplique, où il dit « Quelqu'un comme vous, avec ce genre de veste, et ressemblant à ce à quoi vous ressemblez. » C'est-à-dire, en gros, les cheveux longs. Et c'est, en fait, tout le centre du truc, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension. John Rambo a une veste parce que c'est un vétéran. Sauf que la veste militaire, c'est aussi devenu, dans les années 70 et 80, un symbole de la contre-culture. C'est-à-dire des gens aux cheveux longs qui
sont pas forcément entièrement alignés avec les valeurs de l'Amérique traditionnelle telles que l'est ce petit village. Et enfin, on peut revenir, on peut continuer à faire tout, mais il y a tout un truc sur l'apparence physique de Rambo. Tout va péter à un moment parce qu'ils vont essayer de le raser de force quand il va être en prison. Donc il y a vraiment un truc d'apparence physique et d'une petite ville, une petite communauté qui fait un contresens total sur qui est cette personne, qui est un vétéran, un héros de la guerre du Vietnam, et dont ils pensent que globalement c'est un hippie qui pue. C'est littéralement comme ça, puisqu'ils essayent de le raser et de le laver à un moment. Simon ? Et même un post-hippie, parce qu'on est 12-13 ans après 1969, après le meurtre de la femme, de l'enfant à naître de Polanski et des personnes qui se trouvent là. C'est-à-dire que la contre-culture est devenue une culture contre et une culture négative dans la représentation collective. Ce que je trouve absolument passionnant dans ces premières minutes, contrairement à tout ce qu'on pourrait projeter sur Rambo si on ne l'a pas vu, vous remarquerez qu'on n'est pas du tout dans une dramatisation hollywoodienne là. Dans cette scène, on a, pour celles et ceux qui ne font que nous écouter et qui n'ont pas vu cet extrait, deux personnages dans une voiture qui sont traités absolument à égalité. Bien sûr, ce shérif c'est l'antagoniste, mais il est filmé avec l'exacte même valeur de plan Rambo, une lumière tout à fait réaliste, on n'est pas en train de surligner combien ce type est négatif. Et c'est justement ce qui nous permet de comprendre combien se noue quelque chose d'objectivement tragique. Et donc, à la fin de cette séquence, tout simplement, il va laisser Rambo à la sortie de la ville. Rambo fait quelques pas, et puis à ce réflexe d'insoumission, il dit « Mais non, en fait, je l'emmerde, je vais revenir. » Et là, il se passe un truc très intéressant en termes de pure mise en scène. On a un plan serré sur Rambo qui remonte son col, le thème du film qui commence, et sauf qu'au lieu de partir sur un truc héroïque pour nous dire « Et alors là, celui-là, il va leur faire une guerre comme ils sont jamais vus », hop, on enchaîne sur un plan large où il est au milieu de ce mélange de nature et d'architecture post-industrielle absolument déprimée et dépressive, un plan très naturaliste, pas du tout héroïque, et le film ne va cesser de faire ça, de toujours casser l'iconisation, parce que Rambo c'est quelqu'un qui justement n'est pas pris pour ce qu'il est, n'est pas certain lui-même de ce qu'il est vraiment. Enfin voilà, il y a un conflit là-dessus, à la fois narratif mais qui est aussi dans la mise en scène. Et ça vient sans doute du fait que le film il est réalisé par Ted Kotcheff. Ted Kotcheff, c'est un Australien qui arrive de ce qu'on appellera après l'Ozploitation. Il a réalisé avant Wake in Fright, qui est un film, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais partir pour 3 heures et on va être obligé de me sortir d'ici avec des objets. Mais tout simplement, c'est un film complètement fou, un film de pure contre-culture. Et donc, quand il arrive aux États-Unis pour faire Rambo, je pense qu'il a une acuité et qu'il sait et qu'il sent exactement comment ce personnage est étranger à un monde duquel il ne devrait pas être étranger, et il sait exactement à quelle distance se mettre pour nous faire ressentir à chaque fois ce paradoxe ou cette désacralisation dont il est l'objet en permanence. Jean ? Oui, alors c'est très vrai. Sur Rambo, en fait, les moments d'héroïsation sont vraiment au strict minimum. Ce sera très différent dans les films suivants. En fait, on comprend par petites touches, mais c'est très rare, c'est très subtil. En fait, c'est quand il est dans le commissariat, quelques minutes après, qu'il le déshabille, qu'il voit cette espèce de montagne de muscles qui est couverte de cicatrices, qu'il voit ses dog tags, les plaquettes d'identification. C'est les seules pointes qui laissent entendre qu'en fait, ce mec-là n'est pas juste un clodo, mais à ce moment-là, la mécanique tragique est déjà enclenchée. Et là-dedans, il y a une logique de territorialité. C'est un truc, moi j'ai passé mon enfance à voir des films américains où tous les flics sont des vétérans du Vietnam, et il y a toujours des histoires de juridiction. Et alors là, tant qu'on n'a pas compris ce truc-là, en fait, on ne sait pas pourquoi les flics locaux sont jamais contents de voir que le FBI débarque. Et pendant tout le film, Teasle, le shérif, va se battre contre l'intervention des extérieurs, la police de l'État, parce qu'il est chez lui, c'est sa ville. C'est encore la mentalité des cow-boys, quoi. Et donc, en fait, quand on s'exclut soi-même de la communauté, ce qui est le cas aux États-Unis, quand on n'appartient à aucune communauté, et ben en fait, dans les intervalles, dans les failles, dans les fêlures du tissu social américain, on trouve des dizaines et des dizaines de mecs comme Rambo qui n'ont pas forcément la même histoire, mais qui sont tous, en fait, des drifters. Le terme qu'utilise Teasle, c'est errant, en fait. C'est un mec qui est à la dérive. Simon ? Et puis je pense qu'il y a un petit truc qui peut avoir l'air d'un détail mais qui n'en est pas un, très important pour comprendre ce shérif. Ce shérif, en fait, c'est pas une espèce, on pourrait croire, vu de France, que c'est une espèce de caricature de cow-boy anachronique qui dirait genre c'est ma ville, attention. Mais non, faut pas oublier qu'aux États-Unis un shérif est élu.
Ça n'est pas l'émissaire d'une administration centrale qui est mutée ou positionnée quelque part. C'est quelqu'un qui est élu, donc qui représente sa communauté. Et quand il dit c'est ma ville, il le dit pas comme un espèce de mégalomane fou furieux qui a le doigt sur la gâchette. C'est sa ville. Il est un notable, mais un notable populaire et un notable qui applique la loi. Donc oui, c'est sa ville. Et je pense que ça, c'est très important. Juste pour aller au-dessus, il faut dire que c'est un film qui est adapté d'un livre de David Morrell ou qui est un petit peu plus clair sur un détail, c'est qui est ce shérif. Donc le shérif Teasle, qui est un vétéran aussi. Et c'est là que c'est très intéressant. Dans le livre, c'est un vétéran de la guerre de Corée. La guerre de Corée, donc 50-53, a un statut extrêmement différent dans l'imaginaire américain de la guerre du Vietnam parce que c'est une guerre mal aimée, dont les gens ne parlent pas, qui est un peu coincée entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, dont personne ne sait exactement quelle place lui donner. Et ça apparaît très finement dans certains détails du film quand il dit oui, c'est pas le seul vétéran, c'est pas le seul mec qui est un héros. Mais le livre travaille beaucoup plus cette question-là, ce fait que c'est quelqu'un qui lui-même a une identité compliquée par rapport au statut de soldat, qui est assez jaloux, qui est assez perturbé quand on lui dit « Ah, c'est un béret vert, etc. C'est un héros de guerre ». Manifestement, ça lui pose un problème. Et ça donne, en fait, c'est à la fois la place difficile de la guerre du Vietnam dans la société américaine, c'est aussi la place difficile de la guerre de Corée dans la mémoire américaine plus généralement. Alors le film, il fait référence effectivement très peu. Il y a une scène où Teasle rentre dans son bureau, je sais plus, ça doit être aux 2/3 du film, où non seulement c'est un vétéran, mais en fait il est présenté comme un héros parce qu'on voit son placard de décoration. Et donc en fait on en voit 2 ou 3, il doit y avoir une commémorative, il y a un Purple Heart qui est la médaille des blessés, donc c'est un mec qui a été blessé au combat, et il y a une étoile dont on imagine que c'est soit une Bronze Star, soit une Silver Star. Donc c'est quand même un mec a priori qui s'est illustré par sa bravoure, par... Et en fait, c'est un peu au centre de mes récriminations contre ce film, on y reviendra. Moi, j'ai un regret sur First Blood, c'est que la dynamique entre le shérif et Rambo, elle est sous-exploitée. Et elle est sous-exploitée notamment à cause du colonel Troutman. On reparlera du colonel Troutman. Simplement pour bien montrer ce décalage, c'est... Fondamentalement, je suis capable de soutenir que c'est un film contre les violences policières et la biométrie. Et que c'est le centre du problème, c'est les violences policières contre John Rambo. Et le moment où ça pète, c'est quand ils essayent de lui prendre ses empreintes d'identité, ses empreintes digitales. Et c'est là le moment où les choses partent complètement en vrille. Mais peut-être pour replacer un peu ça et pour commencer déjà à déflorer la version française qui a quand même un charme différent. On peut peut-être passer cette scène d'arrestation du commissariat. Je te donne 3 secondes avant de te péter ta petite gueule. Voilà, beaucoup de poésie dans la version française. Donc, non, et vraiment, je trouve qu'il y a un ressenti de l'arbitraire de la police qui est absolument terrifiant dans cette scène, qui est absolument terrifiante dans tout le début du film, parce que c'est quelqu'un qui n'a absolument rien fait, qui se fait arrêter, qui se fait torturer, disons-le, parce qu'il y a un moment où il se prend la lance à incendie, c'est globalement de la torture, alors qu'il n'a absolument rien fait. Et c'est fondamentalement ces scènes-là qui font naître une sorte de sentiment d'injustice, qui fait qu'effectivement, quand il va se mettre à les buter un à un, on peut pas dire que ce soit pas un peu satisfaisant du point de vue du spectateur, quand même. Alors, on va dire que j'insiste, mais il y a aussi une histoire de juridiction. En fait, l'arbitraire des violences policières aux États-Unis, c'est quelque chose d'institutionnalisé. Un shérif, s'il y a un mec dont il n'aime pas la tronche, il peut le présenter à un juge le lendemain matin et le faire sécher pendant 1 mois et demi dans la prison du comté. Moi, il y a quelques années, j'ai vécu dans une petite ville du Midwest américain pendant 1 an. On nous avait emmené visiter la prison du comté. J'aime autant vous dire que ça vous passe l'envie de vous faire choper à conduire en état d'ivresse, quoi, hein, quand vous voyez les conditions et en fait la rapidité du système. Ces gens-là, ils sont élus, mais c'est la seule forme de contrôle. Il n'y a pas de standard en fait sur la pratique de la police. Toutes les villes aujourd'hui aux États-Unis ont des départements d'anticriminalité où les mecs sont équipés comme des Delta Force, mais en fait ils sont formés par des formateurs privés, il y a des business, il n'y a pas du tout de questions d'éthique. En fait, l'exercice de l'autorité, en particulier dans des petites communautés, c'est quelque chose qui est complètement autonome. Et personne, avant qu'un mec comme lui
soit présenté à un vrai juge du système fédéral, qui sont des gens qui sont nommés, etc., confirmés, qui ont un peu de background, il peut se passer un moment, quoi. Simon ? Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à nouveau, on n'est pas dans une confrontation au sens classique du terme. Rambo ne va pas au contact physiquement ou symboliquement avec ses officiers de police. Il est mutique. Et ça les rend fous. Et ça, c'est une dynamique en termes purement de cinéma, de dramaturgie, qui est très forte. C'est-à-dire que ce type n'est pas en train de les menacer de leur taper dessus, il n'est pas en train de leur dire « Mais bande de salauds, vous n'avez pas compris, je suis un militaire d'active » ou que sais-je. Il ne dit rien. Alors, est-ce que c'est... et manifestement, c'est pas de la provocation. On voit bien qu'on est face à quelqu'un qui, à plein de niveaux et pour plein de raisons, est dans un état de trauma encore parfaitement à vif. Et la manière dont ce silence réveille les jalousies, les frustrations, les colères et les pratiques que tu évoquais, Jean, c'est quelque chose qui est surpuissant en termes de dramaturgie. Et du coup, ça permet aussi de soulever un point, moi, que je trouve très intéressant, c'est que Rambo est un film où on parle peu. Moi, je fais partie de ces gens qui sont convaincus qu'à quelques rares exceptions près, le cinéma étant un art visuel puis un art de l'image en mouvement, a priori, on n'a pas trop besoin d'y causer. Et Rambo en est une incroyable illustration. À l'heure où tous les blockbusters, guerriers ou non, ont besoin de nous faire parler les gens comme si Shakespeare était devenu dyslexique pendant des heures, c'est, je trouve, même pas rafraîchissant, j'ai horreur de ce mot, c'est assez saisissant de voir ce récit très ramassé, qui dure à peine 95 minutes, 1h35, et où le protagoniste ne parle quasiment jamais. Avec quelque chose qui est, je trouve, dans l'attitude corporelle de... Notamment, ça m'a frappé beaucoup sur la première rencontre avec le shérif. On a l'impression qu'il est au garde à vous. On a l'impression qu'il est au garde à vous et il détourne le regard. Il ne regarde pas le shérif dans les yeux comme s'il voulait ne pas le provoquer. Là, c'est encore un peu comme ça. Il est parfaitement raide, il ne regarde pas la personne dans les yeux pour ne pas le provoquer. Et manifestement, ça ne réussit pas puisque les codes du monde militaire ne sont pas les codes du monde civil. Je termine juste en disant en passage que dans cette scène, on voit tout à fait ce qui est au cœur du film, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Il voit une lucarne et ça lui rappelle l'époque où il était dans un trou au Vietnam, avec un montage qui n'est pas d'une finesse folle, mais en même temps, dans Voyage au bout de l'enfer, c'est pas non plus d'une finesse folle et on en dit beaucoup de moins de mal. Et ce qui est quand même un peu au centre du film. Ouais. Jean ? C'est probablement... Voyage au bout de l'enfer, c'est un monument du cinéma, mais c'est un monument du cinéma. Ça creuse pas avec une... C'est beaucoup plus didactique, en fait. C'est très imagé, très poétique, etc. Il faudrait que je le revoie, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Ça, c'est beaucoup plus brut de fonderie. Et donc, pour le soldat que je suis, c'est aussi beaucoup plus fort. Alors oui, c'est monté à la truelle. En fait, les stimuli du stress post-traumatique, ils sont rarement aussi évidents. Mais je peux vous garantir, alors moi j'ai été à peu près épargné, mais dans les semaines qui ont suivi mon retour de théâtre d'opération, il a pu m'arriver d'avoir des moments de raidissement dans le métro. J'ai pas vraiment de mal à m'identifier, toute proportion gardée. On m'a pas balancé des excréments sur le visage dans un trou au Vietnam. Il y a peut-être des missions dont vous pouvez pas parler. Ouais, je pense qu'il faut sortir de l'ambiguïté qu'à ses dépens, donc je vais pas m'épancher, mais c'est beaucoup plus brut, c'est brut dans le traitement, et en fait c'est ce qui permet l'identification au-delà du côté très arbitraire de la violence policière, etc. C'est ce qui rend l'identification aussi forte avec ce personnage. Les militaires, ils sont habitués à se faire engueuler, et il y a un droit dont on ne peut pas déposséder un subordonné quand on l'engueule, c'est le droit de se taire. Voilà. Donc en fait, au bout d'un moment, quand on se fait ouvrir en deux parce qu'on a fait je sais pas quoi, il suffit de sortir la boîte à reçu, de dire reçu mon adjudant, reçu mon adjudant, reçu mon adjudant. En fait, le mec le plus énervé du monde va finir par s'arrêter. Mais ça marche d'un militaire à un autre militaire. Voilà, le flic en l'occurrence, que Rambo se tienne droit, regarde devant lui, dise rien, ça le rend fou. Ça nous amène vers une autre partie du sujet qui est l'identité de Rambo et sa relation au Vietnam, ce qui est quelque chose de... Il va falloir passer 5 minutes dessus parce que c'est un béret vert qui est présenté avec immensément de subtilité et de finesse par le fameux colonel Trautmann. Encore une fois, ce serait là, Simon a vraiment insisté pour que ce soit en VF, ce passage-là. Absolument. Qu'est-ce qui a pris à Dieu de faire un type comme Rambo ? Dieu n'a pas fait Rambo.
C'est moi qui l'ai fait. Et qui êtes-vous, vous? Sam Trotman. Colonel Samuel Trotman. Nous sommes très occupés ce matin, colonel. Que puis-je faire pour vous? Je viens chercher mon poulain. Votre poulain? J'ai recruté cet homme, entraîné cet homme, et commandé cet homme au Vietnam pendant 3 ans. Je crois que ça en fait mon poulain. Je me demande pourquoi le Pentagone enverrait un véritable colonel d'actifs pour régler ça. L'armée a estimé que je pouvais vous aider. Bon, alors là, je vois pas comment. Rambo est un civil maintenant, c'est mon problème. Je ne crois pas que vous me compreniez. Je ne suis pas venu sauver Rambo de la police. Je suis venu vous sauver de Rambo. Ah. Eh bien, votre sympathie nous touche beaucoup, colonel. Nous allons nous montrer extrêmement prudents. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il ait laissé un seul de vos policiers en vie. Oh, vraiment? Ce genre de bonté ne lui ressemble pas. Alors estimez-vous heureux. Voilà qui est parfait. Colonel, vous êtes venu ici pour savoir pourquoi une de vos machines a piqué sa petite grise. Vous ne voulez pas accepter le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade. D'un homme qui est le meilleur. Au fusil, au couteau ou à main nue. Un homme qui a appris à ignorer toutes les souffrances. À ignorer le temps. À vivre sur le terrain. À manger des choses qui feraient vomir un bouc. Au Vietnam, sa mission était de faire ce qu'il voulait de l'ennemi. De tuer. Point final. De gagner par l'usure. Pour ça, Rambo était le meilleur. Voilà, je vous laisserai justifier dans une seconde la VF, Simon, mais il faut dire que ça joue sur quelque chose, qui est quand même le mythe des bérets verts. Les bérets verts, c'est quand même... Alors, c'est quelques années, c'est peut-être 15 ans après le film de John Wayne, Les bérets verts, qui parle déjà... Qu'est-ce que c'est les bérets verts? C'est des forces spéciales qui étaient utilisées au Vietnam pour traquer le Viet Cong, globalement pour tomber sur les arrières du Viet Cong, etc., avec l'idée que c'est des spécialistes en contre-guérilla. Et c'est toute une partie de ce film, c'est qu'il y a ces spécialistes de contre-guérilla qui sont là, qui sont entraînés pour rester des jours, des années, des jours et des semaines et des mois dans la jungle, et que d'un coup, c'est lui la guérilla, c'est lui l'insurgé, et c'est lui qu'il faut choper, et que, qui va devoir le choper? Le problème, c'est que c'est pas des experts de contre-guérilla comme lui, c'est la garde nationale et les flics du coin, et c'est un autre morceau. Et donc, il y a, ce que je veux dire, c'est que derrière ce passage où effectivement, apparemment, il mange des choses qui feraient vomir un bouc, il y a tout un imaginaire qui est l'imaginaire du béret vert, du spécialiste, de l'homme quasiment du surhomme qui s'est illustré dans la jungle du Vietnam. Simon, vous adorez ce passage, je le sais. Mais je l'adore et je le trouve passionnant pour plein de raisons. Rambo, c'est un film qui arrive au tout début des années 80 et du coup, ça n'est pas complètement un film des années 80. C'est pas Commando. En fait, il arrive très peu de temps après ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood. Je vous la fais très courte. Le Nouvel Hollywood, c'est fin des années 60. Les studios font des films qui coûtent de plus en plus cher, qui marchent de moins en moins bien. Aucun rapport avec la période actuelle. C'est une énorme crise économique à Hollywood. On file les clés aux scénaristes qui, en gros, on est à la fin des années 60. Il y a eu un certain nombre de meurtres politiques, de problèmes, de complots, de crises institutionnelles et de confiance. Et donc, on va avoir une décennie de films extrêmement critiques qui vont reprendre à leur compte l'esthétique du documentaire. Bref, qui vont casser complètement les codes hollywoodiens. Et puis les studios vont se refaire la cerise et vont commencer à dire non monsieur, nous on a bien envie de mettre des trucs qui pètent et des couleurs flashy. Et donc Rambo, c'est un film qui est vraiment au carrefour de cette époque-là. C'est à la fois un pur film de divertissement qui se veut très rythmé, avec de l'action, avec du suspense, avec un héros. Et en même temps, c'est encore un film qui est très critique. Et pour moi, dans cette scène, que ce soit en VO, mais même dans cette VF, même si elle se veut plus gouailleuse et plus truculente, on a exactement cette équation. On a deux institutions qui s'affrontent au sujet de Rambo. Lui est absent. Les flics, dont on a dit, et on va pas le répéter, mais donc combien ils peuvent être ici arbitraires et violents. Ce militaire qui est super fier quand même de dire mais attends, ma machine à tuer mon gars, y a pas un pet de jeu, tu vas rien lui faire. Or nous on a déjà passé 40 minutes à ce moment-là avec Rambo, on sait que le mec il va pas bien, qu'il n'y a pas de raison d'être fier de ce qu'on a fait de lui, en tout cas pas à ce moment-là. Donc il y a en fait un truc très ambigu dans ce combat de coq entre les deux gars, et pourtant c'est fait avec cette espèce de truculence et de gouaille qui deviendra aussi un peu une marque de fabrique des années 80. Jusque dans sa VF, qui va vraiment ouvrir la porte à des dialogues incroyables, mon petit père. Et donc c'est pour ça que je la trouve absolument emblématique. Elle est très facile à caricaturer, mais quand on la caricature, on oublie tout un pan de discours, de critiques que je trouve non seulement assez fin, et puis et qui passe véritablement sans être du tout très théorique ou quoi que ce soit, quoi. Oui, alors la scène avec le colonel Trotman, effectivement, il y a un côté de ça. C'est un peu comme si d'un seul coup on invitait l'Amérique de Reagan dans le salon, quoi. On rentre, en fait, on sort de domaine. On rentre dans le domaine de la machine de guerre et tout. Alors,
D'abord, sur la mythologie des bérets verts et des forces spéciales. En fait, il y a plein de passerelles avec l'époque contemporaine. C'est le film avec le tireur d'élite, là, Kyle, American Sniper. Bon, moi, je suis un officier d'infanterie. Je suis un soldat des forces normales. Voilà. Et donc c'est vrai que je n'ai jamais fait mystère, les auditeurs réguliers du podcast le savent, de mon agacement sur le fait que tous les 6 mois, il y a un nouveau film ou un nouveau livre ou un nouveau documentaire qui lève le voile sur ces unités ultra secrètes dont personne ne parle jamais, sauf dans le dernier film ou livre ou documentaire qui est sorti 6 mois plus tôt. Bon, ça c'est mon petit prisme à moi. Voilà. Mais en fait, il faut faire de Rambo une machine de guerre, le rendre hors du commun. Et en vrai, ça pourrait marcher. Parce qu'on sait que de toute façon, en fait, un vrai héros, c'est un héros qui est fatigué. Et Rambo, voilà, tu le disais, Simon, c'est quelqu'un qui va pas bien. Et pour moi, c'est pour ça que je voulais régler son compte au colonel Trotman. En fait, le mec qui n'a rien à foutre dans ce film, c'est le colonel Trotman. Voilà. Il a une bonne scène. Et c'est la seule scène qui ne fait pas avancer l'histoire, en fait. C'est quand ils sont en train de se refaire la cerise entre 2 vieux soldats dans le saloon avec le shérif quelques heures après, quand tout le monde croit que Rambo est mort. Et où on voit à ce moment-là ce qu'aurait pu être le film sans Samuel Trotman qui arrive. Trotman, c'est un peu le mec dans les films de Nolan dont la seule fonction est d'expliquer le scénario. Voilà, tu parlais tout à l'heure des films qui sont trop bavards. Bon, ça, c'est insupportable, en fait. C'est très drôle. On a réinterprété entre soldats cette scène qui fait vomir un bouc et tout, machin, donc ça marche très bien en VF. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, ça, pour moi, ça tue le film. Il faut préciser qu'il y a une histoire alternative de ce film qui n'est pas très connue, qui est disponible notamment dans le commentaire du film par Sylvester Stallone, qui est librement disponible sur YouTube, que je vous recommande vivement, où il nous apprend qu'en fait, après le premier first cut du film, lui et son agent ont essayé de racheter toutes les bandes pour les brûler, parce que c'est un film qui durait 3 heures, où apparemment il passait 1h30 à ne rien dire dans la jungle, enfin dans la forêt d'Amérique du Nord, et qui était honteusement bavard aussi et explicatif. Et apparemment, la magie s'est faite au montage. Et c'est le moment de dire que c'est un film qui est très fin et qui est même assez drôle par moments. Notamment, moi je crois que la scène qui me fait le plus rire, mais au premier degré, c'est cette scène avec la garde nationale. Donc je vous replace le truc. Rambo s'est fait repérer parce qu'il a refusé de buter un gosse qui faisait une battue dans la forêt. Donc il est pourchassé par la garde nationale. La garde nationale, c'est les épiciers et les tenanciers du magasin de sport du coin. Parce que par ailleurs, il semblerait que ce soit plus ou moins une station de ski. L'endroit, c'est pas extrêmement clair. Keep firing! Come on, guys, shoot! Come on! Oh, you guys are great. All right, Steve. Yo. I want you and Bruce, head around these trees, go to the front of that mine. Screw that, Clinton. I ain't going up there. No way. Raymond? What? I want you to go into that mine. Oh, not me. What do you mean, not me? Look, I do this part-time. I didn't come here to get killed. Now, he's probably in there just waiting for us. What's wrong with you, Clinton? All right, Rambo! This is Lieutenant Clinton Morgan, National Guard leader. Now, I'm giving you just 30 seconds to come on out. Incroyable. 30 seconds pour que... Non mais ce qui est enfin voilà, il y a un côté la 7e compagnie à Rambo dont on ne parle pas assez. C'est un film qui est vraiment très drôle, notamment quand il joue sur cette différence entre Rambo qui est une caricature de lui-même, enfin qui est une caricature de son type, c'est-à-dire du héros de guerre, et qui est mis face à des gens qui sont des caricatures de civils en face, quoi. Jean ? Bon, c'est pas une super pub pour la réserve. Hein. Dans la vraie vie, la garde nationale, c'est effectivement, là, c'est pour le coup, c'est vraiment une vision caricaturale. La réalité de la garde nationale aux États-Unis, c'est que ce sont des gens qui sont généralement très bien équipés,
assez bien entraînés, avec des vraies facilités d'emploi qu'on a beaucoup de mal à reproduire en France d'ailleurs, dans l'emploi de la réserve. Puisque là, en ce moment, ils peuvent être envoyés dans des villes, etc., pour faire toutes sortes de choses. C'est très, très compliqué, outre le caractère particulier du moment politique que traversent les États-Unis. Là, on a poussé tous les potards à 50. Là, on est davantage dans le côté grand spectacle. En fait, il faut qu'en face de Rambo, voilà, les flics étaient des ordures. Il faut qu'il y ait aussi 2-3 tocards. Pour faire le nombre, ça va participer à la mythification du héros. Mais cette mythification, elle repose pas sur Rambo. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'en fait, Rambo, on le voit à peine et il dit rien. Donc en fait, les mecs se racontent leur histoire tout seuls. On peut dire, soit dit en passant, pour aller dans le sens de l'éloge du cinéma muet que vous avez fait tout à l'heure, Simon, mais que John Rambo, c'est ça qui est très frappant, il ne dit rien pendant à peu près 45 minutes du film. Le dernier mot qu'il dit, c'est « They drew first blood », donc c'est eux qui ont commencé, quand il parle à la radio avec le colonel Troutman. Le seul fois où il reprend la parole, c'est son monologue de fin, où c'est un épisode de personne qui décompense d'un point de vue psychiatrique, quoi. Et entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a que des gens qui parlent de Rambo, qui parlent mal de lui, et lui, c'est un pur corps, une pure action, c'est tout. Oui, tout à fait. Et puis il faut bien voir que cette scène, là encore, moi, c'est là où je trouve que le film est quand même d'une richesse assez impressionnante. Elle fonctionne, comme vous l'avez dit, d'un strict point de vue comique, de comédie au premier degré. C'est pas une scène dont on se moque, c'est une scène comique. Et en même temps, pour le spectateur, et j'imagine pour le spectateur américain, elle est quand même pas anodine. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont représentés, même si oui, c'est la garde nationale, mais qui sont symboliquement affiliés à, on va dire, la chose militaire et à la protection, et oui, à la chose militaire, qui se font défourailler par un autre militaire, américain lui aussi, sur le sol américain. C'est quand même une image qui n'est pas courante dans le cinéma états-unien, ni à l'époque, ni avant, ni après. Et le fait qu'elle soit traitée sur le ton de la comédie, je dirais, ça contribue encore à faire un peu plus de trouble et à rendre le film, encore une fois, étonnant et toujours très difficile à agripper. C'est pas du tout une œuvre... c'est pas une œuvre qui se prête vraiment à la caricature, en fait. Elle est d'une grande richesse. Jean ? Non, mais alors, on peut passer à... Je vous ai demandé de sélectionner chacun, pour faire une sorte de revue, votre scène préférée. C'est quoi votre scène préférée de ce film ? Jean ? Moi, je vais pas être original. Je pense que c'est la scène la plus importante du film, c'est le monologue de fin. Voilà. Et c'est une scène où... alors oui, Alexandre en parlait à l'instant, de décompensation à peu près complète. C'est un monologue où là, on voit quelque chose... Parce que le problème, c'est qu'on regarde ce film après 30 ans de guignol de l'info, où on a complètement défoncé la figure de Sylvester Stallone. Et en passant, moi j'ai le souvenir d'avoir grandi où tous les 5-6 ans, Stallone fait un film où les gens redécouvrent que c'est un bon acteur en fait. Le Stallone des 2 premiers Rocky est un acteur incroyable. La manière dont il fait vivre cette espèce de ploucrital des bas quartiers de Philadelphie. Et là, on voit l'acteur qui est Stallone au moment où, parce que c'est crédible en fait. C'est pour ça qu'il faut le regarder en VO. En VF, on perd la nuance dans le jeu, dans l'intonation. En VF, le fait est qu'on a 30 ans de Alain Dorval, qui est donc le doubleur de Stallone, lui-même imité par les guignols de l'info pour faire Monsieur Sylvestre, etc. Et que c'est très difficile, quand on a grandi, en tout cas dans ma génération, de ne pas entendre ça quand on entend Stallone en français. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, quoi. Mais surtout, il y a quelque chose qui rend, là pour le coup, la VO infiniment supérieure à la VF. Et alors, parenthèse, petit point technique, c'est pas du tout dû au talent des interprètes français. Quand il y a une VF qui est faite, il y a ce qu'on appelle un directeur artistique qui, comme un metteur en scène sur le tournage d'un film, dit voilà l'intention que je veux, voilà ce que je veux obtenir, et sans doute que la performance qu'on découvre, nous, avec le film en VF, elle vient de là, et pas de comédiens qui prendraient à la légère leur travail. Ce qui est incroyable dans la VO et dans l'interprétation de Stallone, il fait un truc, en vrai, je mets ma main à couper qu'on trouve pas 10 exemples dans le cinéma américain et qu'on n'en trouve pas 50 dans le cinéma mondial. Il fait un truc complètement dingue, il laisse sa voix se briser.
même le meilleur comédien, la meilleure comédienne, dans un rôle terrible, machin, vous verrez, a fortiori dans le cinéma américain, c'est toujours dans le contrôle. On ne laisse pas une voix se briser. C'est absolument sidérant dans le monologue de fin. Et alors moi, je vais prendre une autre petite séquence pour pas me répéter, même si je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit, Jean. Pour moi, il y a une séquence très brève, c'est quand il s'échappe du commissariat. Je la trouve absolument sidérante parce qu'elle est composée de plans extrêmement simples. Ils sont tous fixes, éventuellement des panneaux, c'est-à-dire la caméra fixe sur un pied qui tourne de gauche à droite ou de droite à gauche. Et on voit tout à coup, dans ce moment où il craque, il vient d'être torturé, et il met quelques patates et il s'enfuit, il attrape une moto à la volée, que dans cette scène justement où tout est placide. C'est un petit commissariat, c'est un décor qui n'a rien de baroque ou quoi que ce soit, qui est très naturaliste. Dans la rue, pareil, c'est une rue tout à fait banale. Et il y a au milieu ce type dont le corps est à ce moment-là complètement déchaîné parce qu'il se transforme en bête traquée. Et c'est d'un pathétique, dans le vrai sens du terme pathétique, d'une tristesse absolument infinie. Moi, je trouve que cette séquence d'échappée, où on sent que lui ne sait pas si il est en train d'accomplir quelque chose, en train de se perdre, et où vraiment on voit ce corps qui file dans le commissariat et dans la ville, en une quinzaine de plans, il y a vraiment un truc que je trouve absolument magnifique. Je pense qu'on peut passer une partie, en tout cas, de ce monologue de fin, parce que c'est une scène incroyable, et je pense vraiment que si ça vous fait rien, c'est qu'il y a un problème avec vous, parce que c'est une scène... Alors je répète que c'est la première fois à ce moment-là que John Rambo reprend la parole depuis plus de 40 minutes. It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you. And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. On va arrêter là parce qu'ensuite vraiment on comprend rien à ce qu'il raconte, mais c'est parce que ça fait partie du truc. Il est en train de revivre un moment qui n'a aucun sens, qui est un moment qu'il a vécu au Vietnam quand son pote se fait sauter, est explosé par un attentat et qu'il a des lambeaux de son pote sur lui. Et il est en train de revivre ce moment et on le voit en train de pleurer. C'est une scène vraiment que je trouve extrêmement émouvante parce que c'est merveilleusement joué et effectivement on voit tout à fait que c'est pas un film de guerre, c'est un drame psychologique et c'est un film sur quelqu'un qui ne va pas bien fondamentalement. Jean ? En revoyant le film la semaine dernière pour préparer cette émission, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la dernière scène, qui m'avait pas forcément marqué la première fois que je l'ai vu. Un tenant central de ce film-là, c'est la solitude. En fait, fondamentalement... Il dit à un moment, je ne parle plus à personne, je n'arrive plus à parler à personne. Et en fait... Moi, ça me fait penser à l'époque actuelle qu'on vit, alors pas en France dans de telles proportions, mais aux États-Unis, où le nombre de gens qui sont seuls et qui, en fait, n'ont d'interaction sociale qu'avec leur téléphone. Moi, je fais un peu de salon du livre dans le cadre de la promotion de mon bouquin. Je suis sidéré de voir à quel point les gens ont besoin de parler. C'est très étonnant. Et en fait... Quand on pousse les potards au maximum en mettant là-dedans un personnage qui est brisé psychologiquement dans une société qui est fondamentalement construite sur la violence, sur sa pratique, sur sa libre acceptation, sur la possession d'armes à feu, finalement c'est assez facile de faire un cocktail explosif là-dedans et c'est très marquant là-dedans. En fait, aujourd'hui, il faudrait s'imaginer ce que donnerait une version contemporaine de Rambo avec un mec qui saute de communauté en communauté parce qu'il va pas bien, qui traîne ses cicatrices des guerres des 20 dernières années et qui ne parle qu'avec son téléphone toute la journée. Il ne faut pas s'étonner que les gens deviennent fous, en fait. Simon ? Non ? Non, j'ai pas grand chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. Il y a un détail qui n'en est pas un. Donc ce dialogue, ce monologue, encore une fois, arrive à l'issue donc d'une scène où Rambo attaque littéralement la bourgade et il fait péter pas mal de trucs. Il fait notamment péter un bar qui s'appelle The Outpost. L'avant-poste. Et il y a quelque chose là-dedans, alors qui bien sûr est du commentaire, qu'on pourrait voir comme un truc un peu méta, mais en fait pas du tout. Pour avoir encore regardé quelques séquences, et je voulais revoir ça ce matin, il y a quelque chose d'absolument déchirant à ce moment-là. C'est-à-dire que la manière dont cette ville devient pour lui un petit théâtre terrible, et comment ce décor, qui est un décor séminal dans la culture et dans le ciné, et dans la culture cinématographique américaine. Je peux juste rajouter qu'elle s'appelle Hope. Donc l'espoir, et c'est l'espoir qui ne veut pas de lui. Oui, et puis c'est une ville, qu'on soit dans l'Oregon ou l'État de Washington, entre les deux,
en fait, c'est un décor de western. Nous, aujourd'hui, quand on pense western, on pense souvent western spaghetti. Mais non, c'est le décor de l'âge d'or du western, d'une certaine mythification de l'ultime frontière, de la légende, de la culture américaine en train de se construire. Lui, il y revient, il ne peut plus y exister. Et ce décor, qui donc devient ultimement un décor de western, c'est un décor qu'il ne peut que détruire. Il n'y a pas de place. Et voilà, et c'est très fort. Tout à fait. Juste pour rebondir dans ce monologue, on va peut-être pas aller jusque-là, mais il y a un moment où il dit une phrase parce que le fond de mon propos, c'est qu'il y a un malentendu sur Rambo qui vient des films ultérieurs. Ce film, si vous le regardez, il n'y a aucun moyen de le prendre pour autre chose que ce qu'il n'est, sauf si vous avez déjà une idée très précise en tête. Et cette idée, elle vient de Rambo 2. Donc Jean l'a dit, c'est un bon film aussi, mais c'est un film qui est un C'est moi qui l'ai dit. C'est pas toi ? C'est toi, bon. Mais attends, on peut être un très bon film qui dit beaucoup de conneries. Qui est un contresens complet sur l'histoire de Rambo 1. Dans cette phrase, dans ce moment, dans ce monologue, il dit une phrase, il dit « Est-ce que cette fois, la guerre, ils nous laisseront la gagner ?» Enfin, on l'a gagnée, cette guerre, ils ne nous ont pas laissé la gagner. Oui, Okay, c'est le début du monologue. Il le dit, cette idée qu'on gagnait la guerre sur le terrain et que c'est les politiciens qui l'ont empêché, etc. C'est une phrase prononcée par un mec qui est en complète crise psychiatrique. Cette phrase est isolée et Rambo 2 la prend au premier degré. Toute l'histoire de Rambo 2, c'est on prend John Rambo, on l'envoie en Vietnam en lui disant cette fois tu peux gagner la guerre. Et donc Rambo 2 est un film complètement dont le sens est complètement contraire, c'est un film purement réganien qui est sorti en pleine période réganienne, qui a été récupéré comme un film réganien. Pourquoi ? Parce que cette phrase qui était très précise et très juste dans le cadre de ce mec qui est en trouble profond est devenue l'explication sérieuse et la base du synopsis du deuxième film, alors que c'est le sens exactement inverse. Mais il faut savoir qu'il y a un Rambo 2 caché, si j'ose dire, parce que originellement, on a demandé à James Cameron d'écrire Rambo 2. À l'époque, il n'est pas encore le réalisateur tout puissant qu'il est aujourd'hui, donc il s'exécute parce que ça met un petit peu de dollars dans les épinards et puis que on va dire l'exercice l'intéresse. Et lui, il va prendre effectivement ce que tu viens de dire, cette logique-là, mais il le fait en conservant la donnée névrotique. C'est-à-dire que donc l'intrigue de Rambo 2, c'est on envoie Rambo au Vietnam pour prendre des photos, vérifier s'il y a encore des prisonniers de guerre. Et l'idée, c'est que lui se dit qu'il va gagner la guerre, pas les gens autour de lui. Bon, le studio reçoit le scénario, ils font on va retoucher un petit peu pour équilibrer, machin. Ce qui va terriblement frustrer Cameron, qui lui le voyait comme une continuation des névroses du premier personnage et une continuation qui était là pour tordre le bras à l'esthétique réganienne, pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, James Cameron se dira écoutez, vous êtes tous des nazes, je vais faire ça avec des aliens, et ça donne Alien 2. Si vous voulez savoir ce que non mais c'est très, il le dit et l'assume lui-même. Hein. Si vous voulez savoir à quoi aurait dû ressembler en termes d'état d'esprit, de tension, de paranoïa et de mentalité assiégée, il faut regarder Alien 2. Jean ? En vrai, cette histoire de on a gagné la guerre, on nous a pas laissé gagner la guerre, c'est une tension qui existe aussi dans la société française avec l'Algérie et au sein de l'armée française après l'Algérie. La différence qu'il y a dans notre rapport avec l'Algérie et le rapport des Américains avec le Vietnam aujourd'hui, c'est que nous, on a mis ça sous une chape de plomb. Ça aurait été très intéressant de voir comment est-ce que le cinéma français aurait pu s'emparer de la guerre d'Algérie s'il n'avait pas commencé à le faire 50 ans après. Moi, je suis de la conviction que les films de guerre sont avant tout des films sociaux et même des films sociétaux. C'est un moyen qu'utilise une société pour procéder à un traumatisme. On n'a pas arrêté de parler du contexte, de la contre-culture, des années Reagan, etc. En fait, ces films-là sont des objets qui, dans une société qui est mouvante, c'est ça qui rend leur visionnage passionnant aujourd'hui. Je regrette, parce que ça nous aiderait sans doute à décomplexer les rapports qu'on peut avoir avec notre propre histoire, qu'on n'ait pas fait ce même travail d'acculturation, de digestion par la culture d'événements traumatiques de notre histoire. On commence à le faire aujourd'hui, mais il y a 50 ans sur lesquels on n'a rien fait. Pas mieux. Et enfin, peut-être dernière question que je vous ai demandé de préparer, anecdotique, mais c'est pas mal de terminer là-dessus. Si vous pouviez avoir un goodies, un objet du tournage de Rambo 1 et le conserver chez vous, l'exposer chez vous, ou pas forcément d'ailleurs, mais si vous pouviez posséder un objet qui apparaît dans ce First Blood, lequel il serait, Simon ? Alors je suis pas sûr que ça m'irait très bien, néanmoins, le poncho improvisé,
Je dois avouer que quand je le vois, je trouve il y a une cinégénie dans cette image absolument incroyable. Rappelons que l'histoire, c'est qu'il est en débardeur quand il sort du commissariat. Sur réflexe de mec qui doit survivre dans la forêt, il découpe une toile, il prend un fil électrique, il se met la toile autour du corps, enfin vraiment, mais en plus c'est très très fort parce que ça ressemble vraiment à un Indien en pagne, vraiment dans un costume d'Amérindien, dans ces forêts-là qui ont été quand même tardivement colonisées. C'est extrêmement fort visuellement. Et soit dit en passant, il y a un moment où il arrête quand il finit par enlever le pagne, enfin sa toile là, c'est là qu'on sait que ça va chier. Il en a marre, il s'en fout d'avoir froid. Moi, le goodies de Rambo que je vous voudrais, en fait, je l'ai eu. Il y a peut-être 20 ans, j'étais en scolarité à Saint-Cyr et avec un copain, on était allé au Virgin Megastore de Rennes. Je vous parle d'un temps dans les moins de 20 ans, bref. Et au Virgin Megastore de Rennes, on achète l'édition DVD de Rambo avec le dog tag dedans. Voilà le truc où il y a son blaze, son nom, sa ville de naissance et son numéro matricule. Donc on regarde les DVD et tout machin. Et alors en plus, on y est allé à deux. On s'est pas dit, on va en acheter un puis on se le prêtera. Non, on a acheté chacun le nôtre. Et alors, évidemment. Pour l'anecdote, quelques semaines après, on part en Guyane faire le stage au centre d'entraînement en forêt équatoriale. Et pour différencier nos sacs, parce qu'on passe notre temps à faire des faisceaux de sacs, à poser les sacs en rang, j'accroche moi sur la boucle du mien le dog tag de John Rambo. Et à un moment, l'un des aides-moniteurs forêt, on est en train de faire des radeaux avec les sacs pour traverser une rivière, on est couvert de merde, je vous épargne les détails. Et le caporal de la Légion, qui était un de nos moniteurs de forêt, qui était un tchèque de 2,12 m de haut, il regarde le sac, il tombe sur le document, qui dans cette section se prénomme John Rambo? Voilà. Et j'ai perdu ce dog tag, je ne me le pardonnerai jamais. Je crois qu'il est resté en Guyane. Je pensais que l'un de vous deux allait parler du couteau de John Rambo, qui est devenu un objet complètement iconique et, apprend-on, en fait est devenu un objet qui a été copié. Donc c'est un couteau qui coupe très bien, dans lequel il y a une boussole si vous dévissez le fond, il y a aussi un nécessaire de couture. Oui, Jean? Non, c'est nul les couteaux comme ça. Ouais. Là, fondamentalement, un militaire qui achète un couteau pour couper autre chose que du saucisson est un menteur. Voilà. Et surtout, c'est un couteau qui a une propriété qui est relativement rare, disons-le, qui grandit de film en film. Il est plus grand dans le 2 et dans le 3. Enfin, dans le 3, c'est un bras de bébé, quoi. C'est une machette. Alors moi, le mien, c'est un peu... c'est un accessoire qui n'est pas vraiment visible, dont on ne sait pas qu'il est là, mais en écoutant le commentaire de Stallone, vous l'apprenez. C'est en fait, il y a un moment où il se recoue le bras. Donc évidemment, Stallone n'a pas un bras à couper. Mais donc il y a une pompe avec du faux sang qui sort, etc. Etc. Et on apprend dans le commentaire que Sylvester Stallone voulait voir à quel point l'accessoire était réaliste. Donc ce con, il est allé à l'hôpital du coin. Et il a fait semblant d'être blessé, en demandant à être recousu. Et alors, en demandant juste du nécessaire à couture. Et donc les mecs lui filent du nécessaire à couture et il fait la scène du film où il se recoue lui-même avec le truc. Et apparemment, c'est toujours une légende dans ce petit hôpital du Canada, du mec qui s'est recousu lui-même, tout seul, sans anesthésie, et avec juste une petite aiguille, ce qui est... Voilà, ça donne un petit côté facétieux à Sylvester Stallone que j'aime relativement bien en clôture de tout ça. Je ne sais pas si on a vraiment le temps pour prendre des questions, je ne sais même pas s'il y a des questions quelque part, je ne sais pas si ça s'y prête beaucoup, mais s'il y en a, allez-y. Non? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Finalement, je trouve qu'il y a un parallèle assez fort entre John Rambo et Jason Bourne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce soldat solitaire, surentraîné, poussé à bout, qui finit par se rebeller contre la société, le système, et devenir incontrôlable. Je pense qu'il y a un argument à faire que John Rambo est un film qui a été extrêmement remixé et remaké sans jamais le dire. Il y en a encore un qui est sorti sur Netflix il n'y a pas très longtemps, qui est exactement la même histoire. Un soldat qui passe par un petit village et le flic joué par Don Johnson est absolument dégueulasse. Simon ? Mais qui est très réussi, qui est... c'est le dernier film de Jérémy Saunier qui est assez marrant. Oui, en fait, alors vous n'avez pas tort, loin s'en faut. Je pense que, comme l'a dit Alexandre, Rambo, c'est devenu ce qu'on appelle un film matriciel. C'est devenu
un cliché, un stéréotype, je le dis pas du tout de manière négative, mais donc dans lequel plein d'autres œuvres vont puiser. Et puis, en fait, il rencontre aussi un motif qui est très américain, qui est une forme de défiance envers les institutions et envers l'État fédéral, qui peut s'exprimer de manière très allégorique. Jason Bourne, finalement, ça n'est rien d'autre que quelqu'un qui se dit, mais en fait, il y a cette puissance verticale tutélaire que je ne reconnais pas, dans laquelle je ne me reconnais plus et contre laquelle je vais. Alors, Rambo, c'est pas aussi net que ça, mais il y a quelque chose de ça. Et le drifter, finalement, c'est aussi quelqu'un qui récuse absolument cette structuration de la société. À la base de 80% du narratif américain, il y a un antagoniste qui est un agent du système, et c'est assumé. Ce n'est pas moi qui vous écrase, c'est le système qui vous écrase. Et donc oui, effectivement, à ce titre-là, le parallèle entre John Rambo et Jason Bourne est évident. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Américains professent une telle méfiance envers l'État fédéral, puisque ce sont des gens qui, fondamentalement, sont allés s'installer aux États-Unis pour fuir l'oppression. Donc le gouvernement, quand Troutman arrive dans Rambo, c'est le représentant du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, c'est celui qui taxe, c'est celui qui impose, et c'est celui qui régule. Alors que si on laissait le shérif faire avec sa bande de gros bras dans son petit patelin, tout se passerait très bien. Voilà. Et ça, c'est au cœur de la mythologie sociétale américaine. Bonjour. Moi, ce serait plus... est-ce que vous voyez un parallèle aussi avec Starship Trooper, qui est un film, du coup, vu un peu antimilitariste, et que beaucoup de gens prennent au premier degré en disant « Ah, il y a des explosions et ça tire dans tous les coins ». Et c'est à peu près le même genre de film. Il y a beaucoup de contresens dans Starship Troopers, à peu près à chaque niveau entre l'écriture, entre le livre, le scénario, le film et la réception du film. Tout le monde comprend à l'envers les uns des autres. Mais bon, ça fait un truc. Il y a un parallèle évident entre Rambo et Starship Troopers, c'est que Starship Troopers, c'est un film réalisé par un réalisateur qui n'est pas américain. Et donc, en fait, il s'empare de ce truc-là avec un second degré que je pense a échappé à peu près à tout le monde à ce moment-là. Le parallèle, il est là. En fait, c'est Starship Troopers, on est déjà dans la... Rambo, on n'est pas encore dans le cinéma d'action reaganien. Starship Troopers, on est déjà dans la critique et la caricature du cinéma d'action reaganien. Oui, et puis alors, il faut le savoir, il y a eu dans, on va dire, les institutions culturelles françaises, pour parler de celles que je connais, parce que je ne voudrais pas me prononcer sur la réception dans d'autres pays, je la connais moins bien, moins finement. Il y a eu, pendant très longtemps, ça perdure aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins fort, beaucoup moins prégnant. Il y a eu une idée assez simple qui est les films américains, c'est con. Les films américains, c'est con parce que c'est du divertissement, donc c'est fait pour nous convertir au capitalisme, et donc évidemment il ne peut pas y avoir de second degré, évidemment il ne peut pas y avoir de vision critique, et je pense que Starship Trooper a été justement un peu un point de bascule, c'est-à-dire un moment où tout le monde s'est regardé en disant c'est peut-être plutôt l'absolutisme de ce concept qui est un peu débile. Mais oui, dans la réception, il y a évidemment des parallèles. Très bien, eh bien merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Merci. Et bonne soirée, on se croise au bar.